Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Bientôt 6 ans. Vous avez vu le portrait des deux jeunes filles que je vous ai mis au début, Morane et Laura, rappelez-vous. Eh bien, elles auraient peut-être voulu assister à la visite du pape François à Marseille. Ben non. Hélas, Ahmed Anachi, un Tunisien sans papier et en situation illégale, connu de la police, les a assassinés, égorgés, éventrés, le 1er octobre 2017 à la gare Saint-Charles de Marseille. 2 jours plus tôt, interpellé à Lyon, il n'avait pas été incarcéré, faute de justice efficace. Et il y a encore de nombreuses autres victimes de l'immigration qui étaient absentes pour cause de décès, de violence. Elles étaient absentes à la messe du pape. Alors le pape a dénoncé durant 2 jours à Marseille l'indifférence générale face au sort des migrants. Ouais. Ce qui m'interpelle surtout, c'est l'indifférence de ce pape face aux chrétiens persécutés en Orient, massacrés en Afrique, persécutés, tout à fait, chrétiens victimes d'un véritable ethnocide en Arménie. 140 000 chrétiens bloqués au Haut-Karabakh, entourés par les Azéris. Et puis les chrétiens de notre vieux continent, l'Europe, ils les ignorent. Ce qui me dérange, c'est sa naïveté, un certain même, je dirais, m'en-foutisme, une irresponsabilité face aux conséquences dramatiques de l'invasion migratoire sur notre continent, dans notre société, cet ensauvagement, cambriolage, pillage, viol, violence à l'école, violence dans les hôpitaux, agression dans les transports publics, trafic, meurtre, refus d'obtempérer, mais c'est presque tous les jours, avec des graves conséquences parfois pour les passants qui sont sur la trajectoire de ces fous du volant, une communautarisation, une islamisation du terrorisme, l'appauvrissement, et toutes ces histoires, toutes ces affaires donnent une saturation de nos tribunaux et de nos prisons, on le voit bien. Beaucoup de conséquences, jamais évoquées. Est-ce que ce pape n'a pas compris aussi, c'est le coût de l'immigration pour les contribuables, 53,9 milliards selon une estimation sérieuse de contribuables associés. Que le pape s'occupe avant tout de l'Église, du sort des chrétiens menacés et assassinés, du démantèlement de la famille par des idéologues, les woke, et voilà, ça sera déjà pas mal, non? Durant ces 2 jours, je le répète, aucun mot pour les chrétiens d'Orient et bien d'autres de par le monde qui se font massacrer. Et beaucoup de gens pensent un peu comme lui. Ils n'ont à la bouche que le mot compassion, migrant. Mais cette situation est-elle voulue? Va-t-elle perdurer? Tout un continent africain va se déverser en Europe. Puis en plus, ces personnes arrivent en terrain connu et sont parfois malheureux car livrés à eux-mêmes aussi. C'est désolant et triste. C'est pas la meilleure chose aussi à faire. Et puis alors quand vous voyez en plus Darmanin et Macron, je dirais presque hypocrites, qui nous promettent la fermeté et le renvoi des migrants, applaudir le pape qui appelle à accueillir, protéger ces migrants, franchement. Alors quand on voit aussi l'intervention, j'en reviendrai plus tard dans une autre vidéo, de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'expulser, où est la souveraineté? Et on me dit, oh, c'est illusoire, vous vous rattachez à la souveraineté de la France, ça n'existe plus. Bien oui, ça n'existe plus. Mais on fait croire aux gens que ça existe. C'est ça le problème. Et qu'on est une grande puissance, qu'on a l'arme nucléaire, et blablabla, et blablabla. Et on a de 90-95% de jeunes mâles en pleine force de l'âge qui viennent sur notre continent. Voilà. Allez, je vous laisse, mais voyez ce pape, moi je suis catholique, baptisé, j'ai fait mes communions, mais qu'ils les prennent les migrants. Pourquoi on n'en envoie pas 200, 300 au Vatican, hein? Et puis la Banque du Vatican est riche. Il pourrait peut-être aider à les accueillir, non? Vous ne croyez pas? Ah, non. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Ben oui, ça résume bien la situation actuelle. Allez, au revoir et partagez. Merci. Et oui, bien entendu, ce n'est que les premières vagues. Il y a tout un continent qui va se déverser sur l'Europe, bien entendu. Donc, je vous invite à regarder la suite. Il y a 5 minutes du journaliste qui nous envoyait des photos, des vidéos durant le week-end dernier à Lampedusa. Et donc, il confirme bien 90% sont des hommes, 90% viennent pour des raisons économiques. Et ce ne sont pas des réfugiés qui ont besoin d'un droit d'asile. Hein, il n'y a pas de guerre au Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, etc., etc., etc. Donc voilà, après, faites-vous votre opinion. Mais bon, c'est ainsi. Allez, à plus tard. On était la première équipe de journalistes français sur place à Lampedusa, et ce que j'y ai vu était complètement à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. J'ai absolument tout filmé sur place, donc tout est sourcé. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Globalement, à 90%, ceux que j'ai interrogés, et je n'ai fait que ça non-stop pendant 72 heures, me disaient « Je fuis la misère dans mon pays, je viens en Europe pour gagner de l'argent. Mon pays n'est pas en guerre. » Il y avait qui? Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais, donc énormément de francophones qui étaient de facto intéressés de venir en France. Oui. J'ai également interviewé un Burkinabé, quelqu'un qui venait du Burkina Faso, et qui me disait très clairement, je viens aussi parce que j'aime le football, etc. Donc il y a toujours ce côté, vraiment pour eux, c'est l'Eldorado, la France, hein, c'est un rêve. Et qui me disait, vous savez, je viens aussi pour les aides sociales. Ça, il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il disait, oui, il disait comme ça, je viens pour les aides sociales. Pour les aides sociales, et au Burkina Faso, on en parle de ces aides à la télévision et sur les réseaux sociaux. Ah, vous voulez dire qu'à la télévision burkinabé, ils en parlent. Oui, en France, ils sont complètement au courant. Et j'en ai parlé justement à ces migrants-là. Ils étaient au courant de tout ça. Et j'ai vu, pour être honnête, à peu près une centaine de Tunisiens seulement, parce que j'entends les responsables européens qui disent que ce sont essentiellement des Tunisiens qui fuient la misère économique qui effectivement existe en ce moment en Tunisie. Mais je suis tombé sur un groupe où ils m'ont dit, nous ne sommes qu'une centaine. Globalement, tout le reste, c'était de l'immigration économique, à part quelques Syriens et quelques Afghans. Et moi, il y a quelque chose, à un moment donné, qui m'a en fait choqué, c'est que je me suis rendu, parce que je faisais des allers-retours entre le hotspot, qui était ouvert à la presse, en tout cas l'entrée, et le bateau, où justement, ces migrants étaient amenés, après avoir été enregistrés. D'où débarquer ces migrants, le bateau. Ils débarquent. Ensuite, ils vont au hotspot. Ils y passent quelques jours, puis ils sont enregistrés, et ils sont ramenés à des bateaux de la marine italienne qui les amènent là en Sicile et en Italie pour ensuite les répartir en Europe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai interviewé tous ces migrants qui m'expliquaient à nouveau nous venons pour des raisons économiques. Quand je leur demandais d'ailleurs, mais vous savez, il y a également du chômage en France et en Europe. Ils me répondaient oui, mais l'accès au travail est plus facile. Je leur disais mais vous pourrez travailler si vous n'avez pas de papier. Ils me répondaient mais oui, je le pourrais parce que j'ai de la famille là-bas qui me dit que c'est possible et qui me dit que derrière peut-être que je gagnerai ces papiers. C'est intéressant parce qu'en ce moment on parle de la question du possible appel d'air si jamais on légalise ces sans-papiers qui travaillent sur les métiers en zone tendue. Et lorsque j'ai interviewé ces personnes-là, il y a une personne de l'European Union for Asylum, c'est-à-dire en fait un groupe de l'Union européenne, exactement, qui est financé par l'Union européenne, qui s'occupe de l'asile. Et elle vient me voir, cette personne, elle me dit vous n'avez pas le droit de filmer les visages de ces migrants. Je dis mais pourquoi en fait à un moment donné, moi vous savez je suis habitué aussi à voir toutes ces vidéos d'SOS Méditerranée où on voit des migrants qui disent nous sommes des réfugiés de guerre et c'est sur les réseaux sociaux, c'est alimenté, c'est sur le site internet. Donc je lui dis pourquoi. Elle me dit mais vous savez ces personnes-là, elles sont en règle générale en train de préparer un dossier de demande de droit d'asile parce qu'elles sont persécutées dans leur pays. Mais je lui dis mais en fait non, c'est pas ça qu'ils me disent. Je dis oui mais si vos vidéos derrière ils finissent, ils sont renvoyés par l'ambassade à la Cour notamment nationale du droit d'asile en France, sur laquelle on a enquêté également chez Livre en écoutant énormément d'auditions. Si on envoie ces vidéos-là, leur demande de droit d'asile va être retoquée parce que le juge va leur dire mais monsieur, à un moment donné vous me dites que vous êtes réfugié de guerre,
Alors qu'en fait, quand vous êtes arrivé à Lampedusa, un journaliste, vous lui avez dit que c'était un réfugié économique. Et ça m'a scandalisé. Parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience de quoi? Que à chaque fois, on laisse justement le pouvoir médiatique aux ONG, qui sont les premiers à réceptionner les migrants aux frontières européennes. Et qui les briefent à ce moment-là. Et qui les briefent. Qui leur dit, clairement, voilà, il faut dire ça, le ça, jour où et ils ça, et arrivent ça. en France, ils répondent beaucoup moins facilement. Ils vous disent systématiquement qu'ils sont réfugiés de guerre, alors qu'en fait, à Lampedusa, ils étaient ravis de pouvoir me parler. Ils étaient ravis. Et donc, ils expliquaient tout. Et cela, ça ne sortait pas. Et ça ne sortait pas non plus autant sur des médias. Je pense notamment à vos confrères de BFM TV. J'en parle parce que hier, il y a eu justement une échappée un peu entre le journaliste de BFM TV sur place et Nadine Borano. Parce qu'effectivement, journaliste de BFM TV, n'expliquait pas ce que j'ai vu. Pourtant, on était à peu près dans la même dans le même coin. Dans la même situation. Et qui allait expliquer qu'en fait, non, il y avait beaucoup de réfugiés de guerre. Moi, je les ai pas vus, en fait. Ouais, et il disait pas qu'il y avait des réfugiés économiques, tout comme il allait expliquer qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants. Il y en avait, je pense à peu près 10%, mais c'était majoritairement des hommes. Des hommes jeunes, Quand vous dites des 10%, c'est-à-dire qu'il y avait 90% d'hommes. 90% étaient des hommes et 90% des gens que j'ai interrogés venaient pour des raisons économiques. Ça, il faut le savoir parce que ça veut dire que quand aujourd'hui Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou certains responsables européens comme Ursula von der Leyen nous disent que c'est notre devoir, eu égard à notre constitution, de les recevoir dans le cadre du droit d'asile parce que ce sont des réfugiés de guerre, c'est un mensonge tout simplement. Lorsque je vois justement une dépêche de l'AFP qui reprend les termes d'un haut commissaire européen qui dit au bout de 6 jours, nous ne sommes pas en mesure de savoir qui sont ces gens. À quel moment, moi, tout seul, j'arrive à le savoir? Vous savez, c'est facile. Vous allez au niveau du hotspot, l'adresse, elle est sur Google Maps, c'est pas caché. Vous allez au niveau du hotspot de Lampedusa, vous vous mettez à l'entrée, vous avez le droit de le faire, et il y a un filtrage, en fait. Vous les voyez passer un par un. Moi, je me positionnais là, j'attendais, et je leur disais, la question, vous venez d'où? vous venez, Voilà. Et donc, je savais que samedi matin, il y a une arrivée de Camerounais, que la veille, c'était essentiellement des Guinéens, que les premiers à être arrivés, c'était des Tunisiens. Ça, je le sais. Donc, ça veut dire qu'ils le savent, en fait. Oui, parce si qu'ils ont vous le beaucoup plus savez, de moyens, mais ils le cachent. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Toujours du pipeau, des paroles, mais on ne vous dit pas la vérité. On vous a parlé d'une loi asile-immigration qui ne voit toujours pas le jour, et Macron récemment nous a expliqué que cela dépendait de l'Europe au niveau de la gestion de l'immigration. Donc il ne croit déjà plus à la nécessité de cette loi promise depuis des mois. Il semblerait que Macron redécouvre, 35 ans après Michel Rocard, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il reprend le terme. Darmanin nous promet que nous n'aurons pas de migrants de Lampedusa. Mais stop, stop, ce sont des mensonges. Je vous explique. Ça date, je crois, du 22 septembre, un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, ça s'appelle CJUE. La France ne peut pas procéder dans tous les cas au refoulement vers un pays voisin de ressortissants étrangers entrés irrégulièrement sur son territoire. Voilà. Donc cette Cour de justice était sollicitée par le Conseil d'État, lui-même saisi par plusieurs associations qui collaborent à l'immigration. Un pays qui a rétabli les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne comme la France le fait depuis 2015, enfin pour le peu qu'on a pu contrôler, peut-il refouler systématiquement sur cette seule base un migrant qui franchit régulièrement sa frontière sans tenir compte d'une directive européenne dite de retour? Voilà. Donc il y a une directive européenne qui nous dit que le migrant non européen doit bénéficier d'un certain délai pour quitter volontairement le territoire. Voilà. Donc les associations sont évidemment très, très contentes en nous disant, voilà, il n'y aura plus d'effet de refus d'entrée. Voilà. On ne peut pas enfermer les personnes en zone d'attente. Il leur faut laisser un temps pour le départ qui serait peut-être, je crois, de 90 jours. Donc pourquoi mettre des policiers aux frontières si l'Europe nous dit que l'on n'a pas le droit de les refouler? Voilà. Et on nous dit qu'on a, pendant 8 ans, fait des pratiques illégales en matière de contrôle et d'enfermement des personnes en migration. Il semblerait que ça date de 2008, cette loi, sous Sarkozy. Donc, vous arrêtez une première fois le migrant, le clandestin, pour l'expulser. Vous laissez partir, parce que c'est la loi. Si vous l'arrêtez une deuxième fois, vous pouvez éventuellement l'expulser. Voilà. Mais la chance d'expulser un migrant illégalement sur le sol français devient quasiment nulle.
Je rappelle également, je crois 2012, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit on n'a pas le droit de reconduire à son port de départ une embarcation interceptée en mer. Donc Frontex ne peut plus défendre les frontières européennes. Donc, malgré toutes les paroles, tout ce qui pourrait nous permettre de reprendre le contrôle de nos frontières est désormais interdit par les juges européens au nom d'une idéologie folle. Chaque migrant a le droit de s'installer où il veut, quand il veut. Allez-vous vous installer sur le territoire, je sais pas moi, par exemple en Arabie Saoudite, tous les migrants qui sont allés ils se font tirer dessus. Hein, voilà. Donc un jour, à la tyrannie de ces juges, il faudra bien opposer la légitimité du peuple. Mais Macron semble déjà avoir oublié l'idée du référendum sur le sujet de l'immigration. C'est vrai, on évoque des sujets, puis après, j'ai oublié, on n'en parle plus. Puis, ouais. Donc, pour les prochaines élections, puisqu'on ne veut pas nous donner la parole sans un référendum, il faudra faire en sorte que les partisans du grand remplacement de la soumission à l'Europe, aux directives européennes, soient remplacés par des députés qui soient vraiment des patriotes. Voilà. Donc, dites-vous bien que tous les blabla qu'on vous récite à longueur de journée, tous ces propos tenus par les gens du gouvernement en disant on va faire mieux, on va faire comme ci, on va faire comme ça, c'est du flan, c'est du pipeau. Voilà. Il y a les directives européennes et il faut s'y tenir. Rappelez-vous qu'il y avait l'histoire aussi des pénalités de 20 000 € pour les migrants que l'État devrait verser si jamais on refusait des migrants qui viennent de Lampedusa ou bien d'autres. Bref. Allez, partagez surtout. Faites passer l'info. Merci. Bon, ben écoutez, je pense que je suis pas le seul. Vous avez bien entendu l'histoire des téléphones portables pour les migrants qui sont offerts par des associations. Bon, ben ça c'est génial. Hein. Déjà, on n'offre pas de téléphone portable à nos chômeurs en France ou en Europe, parce que c'est quand même des associations qui sont payées par l'Europe. Mais on leur offre aux migrants des téléphones portables. Donc ça déjà c'est le premier point. Le deuxième point qui est très simple, c'est qui va payer les cartes à puce ou les abonnements. Bien sûr, c'est l'Europe, donc forcément c'est un peu nous. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais c'est un peu pour ça que vous payez beaucoup d'impôts. Et après, maintenant, qui s'ajoute dessus, c'est que maintenant au Restaurant du Cœur, quand vous allez au Restaurant du Cœur, vous pouvez plus donner ce que vous voulez donner. On s'en fout. Ils ne veulent plus de porc. Faut leur donner des sardines, des choses comme ça. Moi, ça me fait un peu rire. Parce que quand t'as vraiment la dalle, tu choisis pas ce que t'as à bouffer. En période de guerre, tu bouffes ce que tu as. Tu fermes ta bouche et tu bouffes. Et t'es bien content quand t'es offert à bouffer. Enfin bon, c'est moi, c'est mes principes. J'aurais peut-être trop être vieille France. Mais moi, je veux les choses comme ça. Et en plus, par-dessus, maintenant, on rajoute simplement l'hôtel. Donc en fin de compte, tu es migrant, tu as un téléphone portable payé, tu as la bouffe à domicile que tu choisis, hein. Enfin je dis à domicile, parce qu'ils doivent quand même aller le chercher, par chance, enfin j'espère. Ils viennent chercher leur bouffe, et en plus maintenant ils ont l'hôtel gratos. Donc on explique, portable, bouffe, hôtel. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ah oui, excusez-moi, il y a les soins. On est obligé de les soigner. En Europe, c'est comme ça, on est obligé de les soigner. Et bien sûr, on les soigne avec quel argent? L'argent public, l'argent de l'Europe, donc notre argent. Et je vous signale que ça fonctionne très bien en Italie, et ça fonctionne en France aussi. Donc que les gouvernements français arrêtent de se foutre de notre gueule. Allez, bisous. Moi, je me lève à 6 h le matin pour un SMIG. Bisous. Bonjour TikTok. Allez, un petit crime pour pas changer... De la bouche de plusieurs sources policières, le crime commis la semaine dernière à Versailles est similaire en barbarie à celui commis cet été à Cherbourg. Rappelez-vous, la jeune femme à qui on avait introduit un manche à balai dans la partie la plus intime de sa personne. D'ailleurs, les enquêteurs de la PJ de Versailles restent encore marqués psychologiquement. Pourtant, ils doivent en boire des vertes et des pas mûres, mais bon. Voilà ce qui s'est passé dans la nuit de mardi et mercredi 20 septembre, dans un quartier tranquille de Versailles. Versailles, hein, quand même. Bon. Un homme s'adonne à des vols à la roulotte, donc il cambriole des voitures, et puis il trouve un badge permettant d'ouvrir le portail d'une résidence située à proximité. Il voit, tac, tac, il rentre. Il est 1 h du matin, il pénètre dans la résidence et tombe par hasard sur une femme de 67 ans, retraitée, une ancienne employée de commerce, mère de 3 enfants, appréciée du voisinage, qui souffre d'insomnie. Donc cette pauvre femme, elle prend simplement l'air. L'intrus lui saute immédiatement dessus et l'étrangle si fort qu'il lui casse l'os hyoïde situé au niveau de la gorge, tellement il la serre.
il la frappe aussi très violemment pour l'empêcher de crier. Il l'assomme à moitié, l'enferme chez elle et lui demande sa carte bleue, ses bijoux, etc. La dame, elle se dit, pour mettre fin à cette sauvagerie, elle donne sa carte, son code, mais l'agresseur décide finalement de rester chez elle. Malheureusement, il la déshabille, bien entendu, la ligote avec des fils électriques, la viole toute la nuit de toutes les façons possibles, je ne vous fais pas un dessin, et reste ainsi chez elle jusqu'à 9 h du matin. Donc cette victime aura vécu pratiquement 8 heures d'enfer. Au matin, l'homme repart avec la carte et les bijoux et tente à plusieurs retraits à des distributeurs sans succès, puisqu'entre-temps, il a oublié le code de la carte. Pendant ce temps, la victime peut un peu s'échapper de chez elle. Elle se présente à la porte d'une voisine, nue, encore ligotée, le visage tellement tuméfié que sa voisine a du mal à la reconnaître. Vu la gravité des actes, le parquet décide de confier l'enquête à la brigade criminelle, plus couramment appelée la CRIM, un des 5 services de la police judiciaire de Versailles. C'est un choix salutaire pour l'enquête, puisqu'après un minutieux travail d'investigation basé sur du renseignement humain et technique, un suspect est interpellé le jeudi suivant, vers midi, en pleine rue, soit moins de 48 heures après les faits. Il est placé en garde à vue. Ce type-là n'éprouve manifestement aucune empathie pour la victime, allant jusqu'à même se victimiser. Le suspect se montre odieux en audition, indique une source policière. Il nie d'abord les faits, puis finit par indiquer aux policiers le lieu où se trouve le bulletin volé, à savoir dans un immeuble à Trappes où habite un de ses cousins. Donc il est poursuivi pour vol, escroquerie, tentative de meurtre, séquestration, viol aggravé avec acte de torture ou barbarie. Et donc ce mis en cause a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire, nous indique le parquet de Versailles. Mais ni la police ni la justice ne seront vraiment sûrs de l'identité du suspect parce qu'il est connu des services de police sous plusieurs identités, ce qu'on appelle sous plusieurs alias. Il est de nationalité algérienne, il alterne entre errance, alcoolisme et délinquance. Il vit dans un squat à proximité avec d'autres migrants et il demeure par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire et s'était vu à ce titre délivrer une OQTF en 2022. Voilà, la pauvre victime, elle, 67 ans, je vous rappelle, est toujours hospitalisée. Voilà. De dénoncer que nos femmes, nos filles, nos mères sont victimes d'individus barbares, c'est pas être d'extrême droite, c'est simplement regarder la vérité en face, en fonction des statistiques d'enfermement, et je vous en parlerai la prochaine fois, du nombre de prisonniers d'origine étrangère, etc., etc. Mais c'est pas la peine que des personnes viennent me dire oui, c'est faux et tout, c'est des faits. Certaines personnes m'ont écrit en disant, vous savez le fameux monsieur qui disait qu'il vivait avec 1800 € d'aide handicapée, qui se disait marocain, il disait Abdullah, machin truc, et, bon, en prenant un petit peu des interjections arabo-musulmanes. Certains m'ont écrit, non, c'est faux, c'est un juif et tout, etc., etc. Alors, moi, je vois assez souvent des choses sur Internet. Je n'ai rien vu, disons qu'il avait été arrêté, disons qu'il l'est arrêté, qu'il est interné. Certains m'assurent qu'il est juif, mais peu importe. On sait qu'il y a beaucoup de fraude au Maghreb, qu'il y a des tas de retraités, des centenaires qui sont morts et les retraites tombent toujours. C'est un titre d'exemple. C'était vraiment tellement provocateur, ce monsieur, qui, je pense, voulait surtout arnaquer ses compatriotes en leur faisant miroiter une allocation handicapée et en leur demandant 300 €. Je pense, je crois, et d'ailleurs je l'ai dit ou je l'ai écrit, voilà. Après, c'est toujours un titre d'exemple pour montrer toutes les fraudes. Quand je vous dis que il y a 10 millions de cartes vitales en trop, de fausses cartes vitales, ou 8 millions, c'est un fait. Et ça profite à qui? Ça profite à une certaine partie de la population qui est plutôt située dans le continent africain. C'est pas les Polonais qui ont des fausses cartes vitales. Bon, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je suis là à crier après population maghrébine ou africaine qu'on croise dans les rues, qu'on croise à l'école, qu'on croise au supermarché, qui vivent à la française.
C'est tout. Mais c'est pas la peine de vous le dire, d'aller chercher des trucs. Non, non, il n'est pas marocain, il est juif. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'envoyer un article de journal, au contraire, même je serais heureux de confirmer cette information si elle est vraie. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai rien vu dans la presse, vous voyez. Donc voilà. Après, je peux vous parler de certains personnages odieux, barbares, etc., qui sont des Français de souche. Hein, c'est pas. Mais là, on a tellement de gens qui arrivent, qui sont dans des univers un peu perdus et qui sont prêts à faire n'importe quoi, que c'est vraiment une question d'insécurité. C'est surtout ça. Et on en parle peu à la télé parce que la vie d'un blanc ou d'une blanche compte peu et parfois on vous fait tout un cinéma quand quelqu'un qui fonce en voiture dans le tas se fait tirer dessus ou qui a un bras long, le bras long comme ça de dossier. C'est pas un CV pour du travail qu'ils ont, mais c'est un dossier judiciaire avec une dizaine d'infractions. Voilà. Et ça, on fait du battage. Le gentil petit Tange est parti trop tôt. Le Traoré a été battu par les méchants policiers. Voilà. C'est simplement ce que je veux souligner. Après, c'est tout. Bref, allez, je vous laisse. En tous les cas, j'ai fait un aparté avec cette histoire de Marocains, mais j'en profite en même temps. Mais voilà, mais vous ne sentez pas visé. Les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas à sentir. On met pas tous les gens dans le même sac, hein, mais simplement, il y a des choses qui sont inadmissibles. Et c'est un petit peu le but, parce que les médias ont tendance à oublier les victimes. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, merci. Au revoir.